Merci à notre partenaire, Fonds FMOQ. Bonjour, bienvenue à l'Omnipod. Moi, c'est Catherine. Et moi, c'est Véronica. Puis dans le 3e épisode, on a reçu Dr. Joannette Pilon. Il est résident en médecine familiale, puis il va finir tout prochainement son MU3, donc la résidence en urgence. Et puis, pour cet épisode, on a parlé avec lui de son parcours académique, de ce qui l'a fait choisir la médecine d'urgence et également de la place de la santé mentale dans la pratique. On vous souhaite un bon épisode. Merci d'être avec nous. Merci à vous autres de me recevoir. On est au 3e épisode de notre podcast l'Omnipod. On voulait découvrir ton parcours, si tu fais le dire aux éditeurs. Alright, fait que salut tout le monde, moi c'est Benjamin. Et puis, je suis un jeune médecin résident. Je suis en ce moment en train de faire le MU3 à l'Université de Montréal, qui est en fait là, genre une année de spécialisation en médecine d'urgence. Et puis, j'ai fait 2 ans de médecine familiale à l'UMF de Verdun avant, que j'ai adoré en passant. On pourra en reparler tantôt. Et puis, avant ça, j'ai fait ma médecine à McGill. Fait que comme 4 ans de médecine plus la pré-med. Puis là, si on va plus loin, ben, j'étais allé au Cégep de Boulogne, puis à Regina Assumpta, où est-ce que... Oui, moi aussi d'ailleurs. Exact. Fait que... puis ça ressemble à ça. Parfait. Puis là, tu as parlé de quelques milieux hospitaliers. Est-ce que tu veux nous en parler plus en détail de ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé? Absolument. Fait que moi, je suis quand même chanceux. Tu sais, j'ai fait ma med à McGill, fait que j'ai pu aller dans les hôpitaux du réseau de McGill. Fait que l'hôpital général juif, le Montreal General, le Royal Victoria, puis St. Mary's. Et même le Lakeshore, en fait. Et puis, à l'UDM... Fait que quand j'étais à Verdun, j'ai fait surtout Verdun, Sainte-Justine aussi pour la PED. J'ai fait un stage à Maisonneuve-Rosemont. J'ai fait un stage, ou d'autres, à Sacré-Cœur. Puis là, pendant le MU3, la majorité de l'année, t'es à Sacré-Cœur. Fait que des stages d'urgence à Sacré-Cœur, c'est pas mal ça mon pain quotidien là, dans la dernière année. Puis c'est vraiment trippant. Moi, je recommande, comme à tout le monde, de faire un stage d'urgence à Sacré-Cœur. C'est ce que tu vois dans les films, c'est la grosse trauma, c'est une équipe qui sont comme superbes, ils sont vraiment compétents. Puis je pense que c'est vraiment un beau milieu pour pratiquer, mais surtout pour apprendre, je dirais. Mm-hmm. Puis est-ce que tu as toujours su que tu voulais te diriger vers la med-femme, vers l'urgence? Qu'est-ce qui a comme motivé ton parcours? C'est dur à dire pour vrai. Comme moi, je suis quelqu'un d'assez sportif dans la vie. Puis j'aimais vraiment aussi, tu sais, comme le gardiennage, les jeunes enfants dans ma famille et tout. Fait que je me voyais soit faire de la pédiatrie ou bien faire de la médecine sportive. C'est comme vraiment ça quand je suis rentré en med. Puis là, je m'aperçois parce que, genre, on voit des externes, des étudiants en med. La première question qu'on leur pose tout le temps, c'est « Ah, toi, tu veux faire quoi? » Puis je me rappelle me la faire poser quand j'étais à ce niveau-là. Puis j'avais quand même de la conviction qu'il y avait quelque chose que je voulais faire. Puis là, plus ton parcours avance, plus tu fais des stages, tu t'aperçois que c'est très modulable. Genre, ça change beaucoup. Fait que moi, pour ma part, chaque stage d'externat que je faisais, je voulais faire ça. Fait que j'ai été chanceux, j'ai eu un beau parcours de médecine, je tripais vraiment sur mes stages. Puis ça a commencé en médecine familiale, fait que j'étais comme, ah, je veux faire la médecine familiale. J'étais en région en plus, moi, mon premier stage. Après ça, j'ai eu un stage de psy. Là, je tripais sur la psy. J'étais comme, ah, il a écrit des notes sur des histoires rocambolesques. La psychopharmaco, c'était super intéressant aussi, je trouvais. J'étais, ah, ben là, il faudrait que je fasse de la psy. Après ça, j'ai eu un stage de... C'était quoi? C'était de la chirurgie. Et là, j'étais comme, oh, OK, ça, c'est vraiment cool. Alors, c'est sûr que je vais prendre des stages à option parce que là, quand tu t'aperçois que tu aimes la chir, ben, il faut que tu prennes des stages à option en chir pour rentrer après. Là, c'est pas facile. Fait que je m'étais booké des stages à option en chir. Là, j'ai fait gynéco après. Ça, j'ai moins aimé, mais il y avait quand même de la chir, il y avait quand même des trucs super intéressants, mais je me voyais pas faire ça. Et là, comme plus ça avançait, puis j'étais comme, oh, là, tous les stages que je fais, je trippe. Il y a juste une solution pour moi, puis c'est la med-femme. Parce que tu fais tout. Fait que c'était vraiment, vraiment simple et bien établi dans ma tête que quand j'ai réalisé que j'aimais tout, c'était la med-femme. Il y avait rien d'autre pour moi là, qui était dans les options. Plus tard dans le parcours, tu fais de l'urgence, right? Quand tu es rendu vers la fin de ton externat. Et là, j'ai vraiment trippé. Puis j'étais un peu tombé en amour avec l'urgence à ce moment-là. Mais je me voyais pas nécessairement que faire ça.
On va peut-être parler du MU5 tantôt, là, évidemment, mais fait que j'étais pas assez sûr que c'était juste l'urgence à ce moment-là. J'allais encore m'ennuyer de faire d'autres trucs. Donc, j'ai dit, donc, je vais faire la Med-Femme. Puis, j'ai confirmé mon intérêt en Med-Femme et ensuite appliquer au MU3 si j'ai l'opportunité, on va dire. Qu'est-ce que tu trouves que ça apporte un MU3 versus juste d'avoir des MU5 sur le plancher? C'est une super bonne question, honnêtement. Puis, peut-être pour nos auditeurs, je vais juste comme faire un grosso modo, c'est quoi là, la différence, là. Fait que MU3, c'est vraiment t'appliques quand tu finis ta Med-Femme. Fait que tu fais 2 ans de Med-Femme obligatoirement, puis ensuite tu fais le MU3, qui est 1 an où est-ce que tu fais en majorité des stages d'urgence. Tu fais aussi des stages de soins intensifs, urgence pédiatrique, puis des stages comme d'options, un peu comme plus spécialisés. Alors que le MU5 t'applique quand tu finis ta médecine. C'est 5 ans où est-ce que tu fais des stages mostly d'urgence, évidemment, mais toutes des spécialités connexes, encore une fois, comme des soins intensifs, de l'urgence pédiatrique. Ils font aussi des soins intensifs pédiatriques. Et ils vont faire des stages comme ultra spécialisés, super intéressants. Ils font de la cardio, ils font de l'orthopédie, des choses comme ça. Donc, sur une période de 5 ans, c'est sûr que le volume de stages puis de cas que tu as vu à l'urgence est comme immense. Il y a beaucoup d'enseignements aussi. Il y a beaucoup de simulations. Fait que, tu sais, nous, le programme MU3, je pense qu'il essaie de condenser toute l'exposition qui est la plus high yield pour ta pratique après, en 1 an. Eux, c'est comme un peu plus étalé. Et puis, ils ont un collège royal, fait qu'un examen... je veux dire, moi aussi, j'ai un examen, mais je pense que leur examen, il est comme vraiment intense. Puis, comme, ils deviennent vraiment très bons à tout connaître, là. Après ça, c'est quand tu commences ta pratique, après avoir fait un MU5, je pense que tu es un peu plus confortable. Okay? Il y a un peu moins d'incertitude parce que tu as veux pas plus de cas et tu te sens plus prêt. Versus MU3, ça arrive vite. Mais tu sais, moi, je me compare à certains de mes amis qui font de l'urgence après avoir fait que Med-Femme. Puis là, je me dis, ben c'est un peu le même gap. Mais là, mes amis qui font de la médecine d'urgence sans avoir fait de la MU3, finalement, après 1-2 ans de pratique, ben, ils ont vu beaucoup d'affaires, ils ont relu des trucs, ils ont appris en masse. Puis là, un moment donné, c'est comme là, ça devient un peu le même niveau. Je pense que d'aller chercher de la formation supplémentaire, comme pour tous les médecins, toutes les spécialités, c'est extrêmement important. Parce que c'est un peu là que tu vois ce que tu sais pas. Parce que sinon, tu le vois pas nécessairement. Maintenant, pour répondre à la question, c'était méga tangentiel, mais c'est correct. C'est vraiment correct. Mais pour répondre à la question, dans le day-to-day, il y a des hôpitaux à Montréal où il y a des MU5, des MU3, puis des R2 de Med-Femme aussi. Puis, des fois, ça peut être... Il n'y a pas vraiment de différence dans la pratique, les styles de pratique, les connaissances, on va dire. Puis c'est sûr que moi, j'adore travailler avec des MU5 parce que je trouve qu'ils vont aller chercher des fois des notions que je connais pas, ils ont des techniques qu'on connaît pas. Quand ça va vraiment mal, ils en ont vu d'autres. Là, genre. Fait que c'est vraiment agréable, je trouve, d'avoir des MU5 dans son milieu. En même temps, le R2MF, qui est genre... Ça fait 40 ans qu'il fait de l'urgence. Il a tout vu. Là. C'est aussi l'expérience, je pense, ça a un prix. Fait que c'est un peu de tout ça. Puis, il y a des hôpitaux à Montréal, comme je dis, il y a tout. Mais là, si tu sors de Montréal, ben là, il y en a de moins en moins, là, des MU5. Là, je veux dire, c'est pas un programme qui forme 40 résidents par année. Là. C'est quand même... Il y en a pas tant que ça. Là. Comment ça marche, dans le fond, quand tu as fait ton MU3? Est-ce que tu as des obligations de faire tant d'heures à l'urgence? Est-ce que tu as des obligations d'avoir une certaine pratique à côté? Fait que c'est un peu compliqué à répondre parce que faudrait aller dans le concept des PREM puis des AMP pour répondre bien à la question. Mais non, en fait, il n'y a aucune obligation en soi. Fait que moi, je pourrais décider d'un matin de faire que de la prise en charge, puis il n'y a personne qui me taperait sur les doigts. Je peux tout autant décider de faire que des soins pâles, de faire de l'urgence, de faire whatever. Et j'ai pas vraiment d'obligation en soi reliée au fait que j'ai fait un MU3. Maintenant, quand tu recherches comme une job après, puis qu'on va dire que tu as un PREM, tu as une entente avec une telle urgence, moi, admettons, je vais faire que de l'urgence, mais c'est parce que j'ai un AMP d'urgence. Fait que si j'avais eu un AMP, on va dire, je sais pas moi, de soins, on va dire CHSLD, là, parce qu'il y en a que c'est ça, ben j'aurais dû faire probablement 12 heures
une demi-journée de CHSLD par semaine. Puis le reste du temps, je ferais de l'urgence. Mais ça, je serais obligé de faire ça pour avoir accès à ta paix totale. C'est comme ça qu'il te l'oblige, là, en quelque sorte. À un moment donné, peut-être mon lifestyle ou les contraintes familiales vont changer, puis peut-être que je vais devoir, justement, avoir un horaire plus de jours, puis faire moins de nuit, de week-end. Puis là, de transitionner vers une pratique de bureau, je suis très ouvert à ça, là. Même que je serais enjoué. Ouais. Puis dans le fond, comme tu as dit, tu es un docteur très récent. Mais à date, qu'est-ce que tu aimes le plus de ta pratique? Je suis un enthousiaste. Là. Dans la vie, je suis quand même un enthousiaste. Puis je trouve qu'on est tellement chanceux de faire ce qu'on fait. Comme c'est exceptionnel. Je dirais qu'il y a trop de trucs que j'aime dans mon quotidien. Il y a des irritants, c'est sûr. Là. Mais on va dire, je dirais la sensation de voir un cas arriver instable puis se résoudre, genre devant tes yeux, pour moi, c'est comme priceless. Ça, je trouve ça incroyable. Puis, tu sais, mettons, juste tout récemment, en ce moment, je suis en stage aux soins intensifs à Santa Cabrini. Puis, on a eu un patient qui est arrivé inconscient, pas de pouls, pas tant d'histoire, on sait pas trop ce qui s'est passé, massage cardiaque. Et puis là, tu sais, il donne des épis. Puis on a vu à l'échographie son cœur passer de pas contracté à contracté. Tu sais, c'est extrêmement satisfaisant quand même de voir ça. T'es comme, oh my God. C'est comme, Ouais. on est vraiment docteur, là. Ça te laisserait réel. c'est ça, c'est pas un film, là. C'est vraiment, ça arrive, c'est concret, c'est devant tes yeux, tu sais. Puis là, on voit un peu l'évolution du patient au cours de la journée, puis tu vois un peu comment les organes, ils ont pris un méchant coup, puis il y en avait qui revenaient peu à peu. Tu sais, ce déroulement-là, je trouve ça extrêmement satisfaisant. Puis je vois pas comme vraiment d'autres... comment je dirais ça? Pas d'autres jobs. Il y a d'autres jobs qui ont cette satisfaction-là, mais en tout cas, je suis vendu, disons. Puis sinon, à l'urgence, il y a plein de trucs que je trouve trippants, là. J'aime ça comme les procédures, beaucoup. Fait que réparer des points de suture, réparer des plaies avec des points de suture, plutôt. Depuis l'externat, même avant l'externat, je trouvais que c'était un geste tellement satisfaisant d'approximer juste 2 bords de plaie. C'est niaiseux à dire, là, mais on dirait que c'est quasiment ASMR, là, comme les trucs. Là. Méditatif. Ouais, c'est ça. J'ai regardé les vidéos, puis je me pratiquais tout le temps. Là, le mois où j'étais dans le chirurgien, là, je me pratiquais sur des oranges, des bananes. Comme vraiment, là, j'étais... Puis encore à ce jour, j'ai toujours la même satisfaction quand je fais ça. Là. Puis là, j'en ai fait là, des centaines, puis c'est encore... gets me every time. Sinon, d'autres techniques très satisfaisantes, c'est de plus en plus les techniques qu'on fait avec l'écho. Là. Fait de comme infiltrer des trucs de façon éco-guidée, de mettre des drains, on va dire, pour aller comme drainer des épanchements. Ça, c'est comme... Il y a un côté satisfaction à la procédure en soi, puis tu sais que tu fais comme un geste concret. Qu'est-ce que j'aime d'autre à l'urgence? Écoute, j'ai l'impression que je pourrais t'en parler. Tu vas devoir me couper un moment Non, c'est donné, correct. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu du travail d'équipe à l'urgence? Tout va vite. Il y a plein de... Tu sais, c'est multidisciplinaire. Mm-hmm. Donc, comment tu gères ça, toi et votre équipe en général? Oui, c'est vraiment une composante importante de l'urgence pour vrai. Puis, pas nécessairement... on pense toujours à comme la grosse réanimation, que c'est vraiment comme une équipe puis que c'est bien roulé. C'est vrai, mais au-delà de ça, là, c'est des patients qui sont très malades, sont assez critiques, partout dans l'urgence. On connaît pas le diagnostic encore souvent pour les patients. Des médecins d'urgence sur le plancher, dépendant de l'hôpital évidemment, mais des fois, tu as comme 20, 30, 40 patients là, à ta charge. Mais tu les connais pas tous par cœur, là, ces patients-là. Alors que le personnel infirmier, ben, eux autres, ils sont en charge de moins de patients, mais vraiment de plus proches. Fait que tu comptes sur eux pour donner, on va dire, les traitements, les bilans, les imageries que tu as demandées, mais aussi pour qu'ils viennent te voir si ça va pas bien. T'sais, fait que ça, c'est extrêmement important. Puis moi, je dirais que c'est la partie critique un peu du travail d'équipe à l'urgence. C'est d'avoir une équipe qui est fiable.
puis de bien communiquer, là, dire genre, j'aimerais ça que tu vois le patient parce qu'il est malade, puis tu sais que c'est vrai, tu sais, à ce moment-là. Fait que de se faire confiance, c'est vraiment important. Après ça, t'as entre urgentologues aussi. Fait que typiquement, tu sais, les grosses réanimations, c'est rare que ça se fait tout seul, là. Si t'es en région puis t'es pogné, ben oui, là, t'es tout seul. Mais je veux dire, comme dans les hôpitaux à Montréal, t'as souvent plusieurs urgentos sur le plancher. Puis là, ça va être comme, OK, toi, tu vas t'occuper du airway, tu vas intuber le patient pendant que moi, je vais gérer son hémodynamie, on va dire. Ou, on a un cas pédiatrique, on en a moins souvent. Genre, toi, tu vas calculer les doses pendant que moi, je gère la réa. T'sais, je veux comme dire, on va te donner tel médicament, mais toi, tu confirmes la dose. Et là, j'ai comme négligé plein d'autres personnels dans l'urgence, là, que ce soit les inalos, les préposés, les commis. Je pense que les gens, comme ils sous-estiment un peu là, l'importance des commis à l'urgence. C'est fou, là. C'est eux qui savent tout un peu quel formulaire remplir, quel papier envoyer, comment, à qui, à quelle heure. Comment on va gérer les lits. Lui, il s'en va dans telle civière. Oh non, on peut pas aller là parce que là, il n'y a pas de succion, il n'y a pas d'oxygène dans cette. Tu sais, comme ils savent tout, puis c'est vraiment, vraiment important. Puis dans ce chaos, souvent, comme je trouve que c'est la partie qui fait que c'est plus organisé, là, c'est les commis. Fait que, ouais, exact. Gros travail d'équipe quand même. Mm-hmm. Puis justement, tu parles de gros chaos, tout ça. Une journée à l'urgence, je comprends que c'est ça, il n'y a pas de journée typique, mais si tu avais à nous imaginer un peu comment ça se passe. Mais ça, c'est pas vrai, ça, qu'il n'y a pas de journée typique. Parce qu'il y a des journées typiques. C'est comme. c'est pas Grey's Anatomy, des choses comme ça. Il faut vraiment rester au. En tout cas, il y a des cas excitants, là, c'est sûr, mais. Il y a aussi le pain et le beurre de l'urgence, là, du monde qui chute. Là, ça, c'est le pain et le beurre, là, des personnes âgées qui chutent puis qui se cassent les hanches. Ou, on en voit vraiment beaucoup. Là. Fait qu'il y a des journées typiques. Puis, excusez, j'ai zone out. La question, c'était sur le chaos de l'urgence. Ouais, hein? le chaos, comment ça se passe. Ben là, tu dis des journées typiques. Fait on va écoute, moi, ce que je trouve fou, c'est qu'il y a tellement d'affaires qui se passe en même temps à l'urgence, genre patient en réanimation, tel patient qui gueule parce que genre il est psychotique, t'as des démons en arrière qui vont gueuler, qui vont se ambuler dans l'urgence, qui vont marcher, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe ici, tu sais, fait que je pense que c'est ça que les gens décrivent comme le chaos de l'urgence, et moi j'adore ça. Pour vrai, je trouve ça vivant, je trouve que c'est comme dans l'équipe, on se regarde puis on sourit puis on est comme ouais, genre that's our job, genre, on aime ça, tu sais. C'est des conditions de travail qui peuvent être difficiles. Tu sais. Il y a du monde qui écrire des notes puis réfléchir à côté d'un moniteur qui fait bip, 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 bip. Tout ça, genre, il aimerait pas ça. Il y en a qui diraient tu t'habitues. Il y en a qui s'habituent pas. Fait que c'est correct. C'est pas fait pour tout le monde. Mais moi, j'adore ce genre de sensation-là, là, d'incertitude puis de chaos puis que ça bouge. Là, puis tu sais, t'aimes ça? Est-ce que t'as quand même ressenti ou tu ressens encore du stress ou des journées qui sont évidemment un peu plus difficiles, puis comment tu gères ton stress dans cette journée que tu peux pas vraiment prendre de pause, tu sais? Ouais. Oui, je pense qu'il y a comme beaucoup de stress, ça c'est sûr. Quelqu'un qui aurait aucun stress à l'urgence, honnêtement, là, j'aimerais rencontrer cette personne parce qu'il y a toujours quelque chose que tu sais pas, que tu connais pas. Il y a toujours un côté d'incertitude. Puis d'ambivalence qui fait que c'est stressant quand même. Moi, personnellement, qu'est-ce qui me stresse? Je te dirais le moment où on a un patient qui arrive extrêmement instable, puis qu'on sait pas pourquoi, puis on doit figure out comme là. On doit figure out hier, en fait. T'es en retard, OK? Ça, c'est comme, OK, là, c'est game on, tu sais. Mais c'est un stress que j'aime quand même. J'ai fait beaucoup de sport d'équipe plus jeune. Là. Puis ce stress-là, je le compare un peu à la 85e minute d'une game de soccer en finale, puis que c'est 1-0 pour l'équipe adverse ou 1-0 pour nous, puis comme ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Cette sensation-là, je la recherche encore dans mon quotidien. Puis je l'ai, tu l'as définitivement à l'urgence. Là. Le stress un peu plus pathologique, je te dirais que moi, j'expérience à l'urgence. C'est le fait que, wow, là, j'ai beaucoup de patients à ma charge, ça va vite. Est-ce que je suis en train d'oublier quelque chose?
Puis ça, c'est difficile. C'est difficile de vivre avec ça parce que tu dis, je dois évaluer mon patient rapidement parce que j'en ai un autre qui s'en vient, parce que 1 million de raisons pourquoi il faut que tu ailles vite. Puis tu le sais que tu fais des erreurs. Puis là, tu te dis, OK, mais est-ce que c'est des erreurs qui vont coûter la vie de mon patient, tu sais? Puis là, tu fais le reste de ton chiffre, t'es comme, ah, il me semble que je l'ai vu vite, lui. Tu sais, j'ai posé des questions, puis il me semble que je ne l'ai pas laissé vraiment élaborer sur sa douleur à la poitrine, pour donner un exemple, tu sais. Est-ce que je suis en train de rater comme un infractus? C'est-tu vraiment ça qui se passe, tu sais? Puis là, tu rumines un petit peu, puis là, tu es vers la fin de ton chiffre, tu réévalues tes patients, tu écris tes notes, tu fais ton transfert à ton collègue. Puis là, tu rentres chez toi, puis t'es comme... S'il m'avait juste dit ça de plus, me semble que j'aurais fait le test. Puis là, tu te dis, ah, mais si j'avais fait le test, est-ce que j'aurais vraiment comme pogné ce qui se passait? Est-ce qu'il y avait juste vraiment rien au final, tu sais? Puis là, tu rumines, tu te dis, ah, si c'était ma mère, si c'était mon père, tu sais, qu'est-ce que j'aurais voulu que le médecin fasse? Fait que moi, pour m'éviter ce stress-là, de plus en plus, parce que là, comme externe, je veux dire, c'est pas toi qui décides, mais là, comme résident puis de résident senior, de plus en plus, tu sais, tu révises rapidement avec les patrons. Là. Fait que c'est quasiment toi qui vois le patient, puis c'est on you. Fait que de plus en plus, c'est vraiment, je traite un peu comme tout le monde, comme ma famille. Puis je me dis que si c'était ma grand-mère, qu'est-ce que je voudrais qu'il soit fait, t'sais? Qu'est-ce que je pense qui est le mieux pour ce patient-là? Puis ça m'aide. Parce que là, je rentre le soir, puis je suis pas en train de me dire, hey, tu sais, j'ai raté, je sais pas, j'ai raté l'occlusion de ce patient-là, puis il va finir avec une salle d'op, puis un sac, puis c'est genre un père de famille, puis ça ruine sa qualité de vie, tu sais. Je suis pas en train de me dire ça, mais je me dis, non, j'ai tout fait pour, comme, me clairer l'esprit, là, tu sais. Mais ça, c'est le stress, je dirais, plus pathologique. Le stress aigu, genre des réanimations, puis de gérer ça, ça, j'aime bien. Je pense que beaucoup d'odontologues aiment ça, là. C'est quand même... Tu sais, on a eu un cas assez catastrophique à Sacré-Cœur, tu sais, pour faire une histoire courte. Quelqu'un qui arrive avec comme 4 coups de couteau dans le cou, là, tu sais, c'est comme, OK, comment tu meurs pas de ça, là? Puis là, il nous l'amène, puis il est encore en vie, là, tu sais, c'est comme, wow, OK. Et là, c'était comme dans les situations les plus critiques que moi, j'avais vécues comme apprenant. Et certains des patrons sur le plancher, probablement aussi, que c'était dans les trucs les plus critiques qu'ils avaient vus. Puis là, longue réanimation, là, quasiment 1 heure, 1 heure et demie. Tu sais, vraiment, là, où est-ce que tu penses juste à ça à ce moment-là? Il y a comme rien d'autre dans ta tête. Tout le monde est un peu on edge. Tout le monde est vraiment impliqué dans le cas. Et là, quand, finalement, il est allé en salle d'opération, tu sais, puis là, c'était rendu au chirurgien d'être stressé. Nous, on avait plus de stress. Là, on s'est tous regardés après, puis on a fait comme, oh, OK, ça, c'était fou, mais c'était cool. Genre, tu sais, c'était insane. Puis là, tu sais, tout le monde se donne un high five, puis c'est comme, ouh, OK, genre, c'est pour ça qu'on fait ça, tu sais. Après, c'est juste difficile d'aller voir des patients qui ont un mal de dos, là. Comme, ah ouais, doc, j'ai mal depuis comme 5 ans, peut-être même 10, tu sais, puis t'es comme, wow, OK. Pas la même game. C'est Pas ça, la même. exact. Ça peut être dur là, de retourner à ce genre d'urgence mineure-là après, là. Mais oui, c'est définitivement c'est ça qui fait que tu t'en vas dans la profession, là, au final. Ouais, on va chercher un peu cette adrénaline, les sensations fortes. Ouais, absolument. Puis ça prend pas tout le temps... ça prend pas tout le temps les cas typiques de réanimation pour donner cette adrénaline-là, tu sais. Des fois, je pense que les gens négligent, on va dire, gérer un patient psychotique qui vient comme ultra agité puis qui veut comme tuer tout le monde, casser tout, il arrache tout. C'est vraiment dur à gérer, là, pour vrai. Puis comme ça peut être impressionnant à quel point c'est difficile, puis ça peut être très satisfaisant quand comme il est maîtrisé, il est calme, puis qu'on a le temps de comme faire notre job puis de figure out qu'est-ce qui se passe, tu sais. C'est pas le classique infractus qui arrive en réa, que tu sauves. Non, c'est big deal. Mais il y a cette partie-là aussi. Là, fait que ça arrive assez souvent aussi. Puis, ben justement, on se demandait la place de la psychiatrie à l'urgence. Quelle place est-ce que ça prend? Est-ce que c'est majeur? Comme, quelle proportion de la clientèle? Je pense, ça dépend un peu où tu travailles, je te dirais. Beaucoup de cas psychiatriques à l'urgence, même parmi le personnel. Non, mais tu sais, la psychiatrie à l'urgence, j'avais de la misère comme apprenant des fois parce que moi, j'adore la psy, là, je trouve ça super intéressant. Puis
on va dire quelqu'un qui vient pour des idées suicidaires, je pense que c'est important. Ça, c'est le typique à l'urgence, là, fait qu'il est suicidaire ou agité, psychotique ou intox. C'est pas mal ça, les cas de psy. Tu sais, je trouve ça important de s'asseoir avec le patient, puis d'essayer de déconnecter le contexte d'urgence, puis de faire comme si c'était un patient que tu verrais en bureau, comme si c'était un patient que tu verrais dans un cabinet là, de psychologue, puis vraiment d'être calme, posé, puis de laisser le patient élaborer. Malheureusement, à l'urgence, c'est moins de même que ça marche, mais on peut faire un effort quand même pour le faire. Puis d'écouter ton patient, puis de comprendre d'où ça vient, comme cette idée suicidaire-là. Parce que veux pas, après ça, c'est toi qui décides un peu du risque. T'sais, est-ce que je dois mettre ce patient-là en garde préventive, genre que je l'empêche de rentrer chez lui pour qu'il voit le psychiatre avant? Ou est-ce que, genre, je suis assez confiant qu'il peut rentrer puis qu'il va pas nécessairement mettre fin à ses jours tout de suite après? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui me passe sous le nez puis que je sais pas qu'est-ce qui se passe, t'sais? Fait que c'est pour ça que c'est important quand même de bien questionner le patient. Mais je trouve ça dur parce que là, en théorie, c'est vraiment... La décision pour ces patients-là, c'est vraiment juste je les oblige à rester ou ils partent. Une fois que tu as comme éliminé les causes médicales, c'est vraiment juste ça, tu sais. Fait que c'est... Je sais pas. J'aimais prendre le temps quand j'étais apprenant, mais je sais que comme patron, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a quand même une notion de débit, là. Fait que ça, c'est quelque chose que je réfléchis comment je vais faire dans ma pratique, là. Mais il y a des urgences où il y a des psychiatres in-house. Fait que c'est-à-dire, il y a comme, tu peux consulter la psychiatrie, puis là, ils peuvent comme vraiment évaluer ton patient. Puis ça, c'est des longues évaluations. Puis eux, ils le font comme du monde. Et là, ils ont comme une vraiment meilleure idée du risque suicidaire ou quand ils sont en psychose, comment gérer ça. Mais il y a beaucoup d'urgences aussi où il n'y a pas de psychiatrie. Fait que là, en fait, il faut que tu les clear médicalement. Fait que tu t'assures qu'il n'y a pas comme une grosse intox, ils n'ont pas comme une pathologie organique sous-jacente qui pourrait les mener à avoir cette plantation-là. Puis après ça, tu passes la POC à la psy. Fait que s'il faut transférer le patient dans un autre établissement pour qu'il voit un psychiatre, ben c'est souvent comme ça que ça marche, on va dire. Puis les patients psy agités, ben là, il faut que tu les calmes. Puis une fois qu'ils sont calmes, même processus. Fait que tu regardes s'ils sont suicidaires initialement, qu'est-ce qui s'est passé. Puis après ça, tu les envoies en psy ou tu les envoies chez eux. C'est pas mal ça. Mais c'est vrai que c'est difficile, sûrement, de la rapidité à l'urgence. Puis go, on a plein de patients, mais tu veux vraiment pas le manquer, celui-là. Ouais. Même si c'est pas nécessairement physique, justement, c'est encore plus... Ouais. C'est de quoi à réfléchir. Là, ouais, puis c'est dur la psy, honnêtement. C'est vraiment dur. Puis l'élément clé, je trouve, puis majeur en psy, c'est de parler avec le patient. C'est vraiment ça. Puis je pense que quand ton patient, autant hommes et femmes qui viennent dans ton cabinet pour, je sais pas moi, pour represcrire ses affaires de diabète, d'hypertension, puis que là, il déballe son sac, puis finalement, il dit que il est dépressif, puis il est suicidaire. Ben, il faut que tu prennes le temps de comprendre d'où ça vient, pourquoi, de l'évaluer, pour évaluer son risque de façon appropriée. Parce que sinon, tu passes à côté, c'est sûr. Puis je trouvais ça chiant des fois quand justement en résident med-femme, puis là, je sais pas moi, t'as 6 patients. 6, c'est beaucoup, là. Au début, tu commences avec 1, 2, 3 patients, on va dire, par demi-journée. Mais quand t'es rendu plus à 4, 5, puis comme patron, quand t'es rendu à genre 10 par demi-journée, ben le patient, là, si c'est le premier de la journée, puis que tu décides finalement qu'il faut que tu fasses une évaluation psychiatrique parce que le patient, il y a une plainte de ça, ben après ça, ça retarde le reste de ta journée. Et c'est drainant aussi à faire comme médecin, là, genre c'est satisfaisant, mais c'est difficile. Fait que c'est pour ça que je trouve ça dur la psy. C'est vraiment juste, je trouve on manque de temps. Puis si on avait plus de temps, ça serait pas si dur que ça. Mais on manque de temps. Absolument. Un deuxième épisode avec toi, parce que là, le temps file, mais on a vraiment beaucoup de sujets encore à parler. Est-ce que tu restes avec nous? Oui, je peux rester. C'est bon. Ça, tout le monde en parle. Merci à notre partenaire, Fonds FMOQ.